Bon, on va tout de suite démarrer dans le concret. Vous allez activer l'outil texte et vous allez enfoncer au-dessus, sur le coin supérieur gauche de la marge, vous allez enfoncer le bouton à souris, garder enfoncé, et vous allez tirer vers le côté droit, vers la marge droite. Voilà. Donc normalement, vous avez fait un bloc. Alors la hauteur du bloc, on va en discuter. Mais là, normalement, vous avez fait un bloc. Si vous avez mal fait ça, vous demandez édition annulée ou vous faites un commande Z sur le clavier, évidemment. Et vous voyez que une fois qu'on a annulé quelque chose, pour le rétablir, ce sera commande Shift Z. Vous pouvez essayer si vous voulez. Vous faites commande Z, le bloc n'est plus là, commande Shift Z, il est à nouveau là. Alors, dans la dernière version de InDesign, mais ce n'est pas le cas de la vôtre, c'est tout récent en fait, en mi-2024, il y a, comme dans Photoshop, un historique qui va reprendre toutes les actions que vous avez faites. Vous connaissez l'historique dans Photoshop? Ok, ben là il vient d'apparaître enfin dans InDesign. Voilà. Donc je pense que c'est d'ailleurs pour ça que il était chez moi tout à l'heure en bleu pour indiquer que c'est quelque chose de nouveau. Mais ça, vous ne l'avez pas maintenant. Donc, mais vous pouvez voyager dans l'historique avec le commande Z, plusieurs fois commande Z, et puis commande majuscule Z. C'est à l'infini, il n'y a pas de limite. C'est juste plus pratique quand on a un historique, mais ça viendra. Vous serez un jour dans la version 2024 ou dans une suivante. Alors, vous allez créer un dossier pour le jour 1 matin. Voilà, vous faites sur le bureau ou quelque part dossier jour 1 matin et on va commencer à enregistrer des choses dedans. Alors je me demande si ce ne sera pas plus clair si je passe en interface claire. On va enregistrer le document, mais avant ça je me dis, tiens, on irait bien dans le menu InDesign, préférences, interface. InDesign préférence interface et choisir la couleur de l'interface. Moi je pense que pour la clarté des choses, la clarté de la projection en clair chez moi ce sera bien, mais vous pouvez rester enfoncé si vous voulez. C'est vous qui voyez. Mais généralement on dit, et ça c'est intéressant parce que c'est déjà une notion de mise en page, généralement on dit que le texte foncé sur un fond clair, c'est ce qu'il y a de mieux. Texte foncé, fond clair. Et là, l'interface de InDesign, c'était texte clair et fond foncé. Et c'est plus difficile à lire. C'est ce qu'on dit. Maintenant, c'est plus agréable pour les yeux, peut-être, quand c'est une interface foncée. C'est vous qui voyez. Oui, vous pouvez choisir entre les deux, il n'y a pas de problème. OK. Donc, on en était à dire qu'on allait enregistrer. Fichier enregistré sous. Voilà. Et vous voyagez jusqu'au dossier d'aujourd'hui, hein, parce qu'on va faire par demi-journée un dossier, sinon ça va être trop d'éléments dans... Si on met tout ce qu'on fait durant les 3 jours dans le même dossier, ça risque d'être un peu difficile, donc il faut avoir de l'ordre. Donc, jour 1 matin, c'est ce que j'ai donné comme nom. Et alors, on va changer le nom ici. Intro titre. Et alors, on va prendre la bonne habitude de mettre un incrément à la fin, comme ça. Comme ça, régulièrement, on va enregistrer sous un autre nom. Comme ça, vous allez garder toutes les étapes de ce qu'on va faire. Vous aurez tous les documents, les différentes étapes. Ça, c'est un premier intérêt d'enregistrer régulièrement sous un autre nom. Et il y a un autre intérêt, je vais vous le dire. Et voilà. Donc, actuellement, tu es avec la boîte d'enregistrement comme ça. Donc, ben oui, ça, c'est pas très pratique. Il faut cliquer à cet endroit-là pour avoir la boîte complète. Voilà. Et puis, il faut naviguer jusqu'à ton document d'une manière ou d'une autre. Bien, donc là, je vais enregistrer le document dans le dossier. Alors, allons voir sur le disque dur. Vous savez comment on passe de InDesign vers le gestionnaire de fichiers.
Commande tabulation. Oui, pour faire apparaître ceci. C'est commande tabulation. Donc la touche tabulation, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous remontre. Vous avez la touche donc commande. Et pendant que la touche commande est enfoncée, vous enfoncez tabulation et ça permet de passer d'un logiciel à l'autre facilement. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le gestionnaire de fichiers, le Finder. Il y en a qui utilisent des PC par ailleurs? Non? Tout le monde n'utilise que des Mac, personne n'utilise des PC? Voilà. Je pense que sur PC, pour passer d'une application à l'autre, c'est Alt Tabulation. Comme ça, vous pourrez essayer. Parce que parfois, je vais donner des petites astuces pour dire comment ça marche sur les PC. Alors, dans le dossier, donc justement, on va dans le dossier. Bon là, je vais devoir demander, moi, de faire une nouvelle fenêtre Finder, parce que la fenêtre, apparemment, je l'ai fermée précédemment. Et donc, c'est tout à fait normal que InDesign soit visible derrière. Ça, c'est typique Mac. Les applications se superposent. C'est perturbant pour ceux qui démarrent sur les Mac. C'est perturbant et ennuyeux, mais c'est comme ça. Je suis dans le Finder, c'est indiqué en haut à gauche, et pourtant, j'ai InDesign qui apparaît derrière. Donc, je vais jusqu'au dossier d'aujourd'hui. Je vois le document. Il est là. Et alors, c'est tout à fait normal de voir un fichier qui termine par l'extension .idlk. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez l'extension aussi .idlk? OK. Donc ça, c'est un fichier temporaire. Chaque fois qu'un document est ouvert, ce fichier idlk va être visible dans le dossier. Si on ferme le document, il va disparaître du dossier. Donc on ne s'en occupe pas, on n'essaye pas de le supprimer. C'est grâce à lui notamment que si le logiciel plante ou l'ordinateur ou une coupure de courant, quand on réouvre, on va récupérer la majorité de ce qu'on a fait. On va juste perdre peut-être les 5 dernières minutes. C'est grâce à ce genre de fichier-là. Voilà. Fichier temporaire de travail. On ne s'en occupe pas. C'est pour InDesign. Mais je le dis parce que sinon, ça va vous surprendre qu'il est là. Vous allez vous dire, tiens, c'est quoi, c'est un virus? Pas du tout. Bon, mais commençons par mettre une couleur sur le bloc de texte. Donc, vous allez activer la flèche noire. Et là, vous voyez normalement que le bloc est sélectionné. Si on clique à côté, bien sûr, il n'est pas sélectionné. Et dans mon cas, je ne le vois pas parce qu'il n'a aucune couleur de fond et de contour. Je reclique à l'endroit où il est censé se trouver. Il est sélectionné. Donc vous voyez dans la palette des outils, pas de couleur de fond, pas de couleur de contour. Est-ce que vous avez la palette des outils en 2 colonnes comme moi? Non, vous l'avez en 1 colonne. Donc ce sera plus pratique de la mettre en 2 colonnes. Donc la palette des outils, cliquez sur la double flèche ici pour la faire passer en 2 colonnes. Sinon vous avez les échantillons qui sont minuscules, là c'est pas toujours pratique. Voilà, après vous ferez comme vous voulez. D'accord, vous avez vu, vous connaissiez peut-être faire passer les palettes des outils en 2 colonnes dans Photoshop ou dans Illustrator? Non? Oui, certaines connaissaient. Il y a un truc bizarre ici, c'est qu'à un certain moment, il met la palette des outils en horizontale. Bon, il faut savoir qu'InDesign, quand il est arrivé en 2000, un peu avant 2000, il est arrivé, il voulait concurrencer un autre logiciel qui s'appelait Quark Express. Et Quark Express avait une palette des outils horizontale. Donc pour aider les utilisateurs à passer de Express à InDesign, et c'est pour ça qu'ils ont fait un positionnement de palette d'outils en horizontal. C'était une montgolfière. Une montgolfière, oui, je me souviens vaguement. Il y avait aussi un extraterrestre dedans. Vert. Je ne me rappelle pas de l'extraterrestre. Non, l'extraterrestre dans Quark Express, c'était en appuyant sur certaines touches, c'est ce qu'on appelle un œuf de Pâques, c'est un truc caché. On appuyait sur certaines touches et un extraterrestre qui marchait et qui venait avec son laser supprimer un bloc. Mais non. Mais si. Alors on va changer la couleur de fond du bloc. Est-ce qu'il est bien sélectionné? D'abord, le bloc, ça ressemble à quoi? Il y a des poignées pour modifier sa dimension, mais on ne va pas y toucher maintenant. Vous avez ici, vu que c'est un bloc texte, un accès à des fonctionnalités pour certaines polices qu'on appelle les open type, mais on ne va pas l'utiliser, nous, c'est pour les utilisateurs avancés plutôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des possibilités de modifier les angles comme ceci, mais on peut les modifier encore autrement. On ne va pas utiliser ça, on va les modifier autrement par les menus.
Ceci, ça doit être pour ancrer l'objet à un autre. Ça, c'est vraiment des fonctionnalités avancées dans InDesign. C'est ce qu'on appelle les objets ancrés. On ne va pas le faire. Je ne pense pas qu'on va le faire. Ceci dit, peut-être. Parce que c'est quand même pratique pour faire des catalogues d'exposition. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a une porte d'entrée de texte. Parce que le texte peut couler d'un bloc à l'autre quand on a plusieurs blocs. Et ça, c'est une porte d'entrée. Et ça, c'est une porte de sortie. Donc, sur la même page, on peut avoir plusieurs blocs avec le texte qui coule d'un bloc à l'autre, ou alors d'une page à l'autre. Et entre les deux pages, où il y a le texte qui coule d'une page à l'autre, il peut y avoir d'autres pages, typiquement des publicités. Quand on fait un magazine, on fait un article, et au milieu de l'article, il y a parfois des pages de publicité. Voilà. Donc voilà, vous avez à peu près l'explication de tout ce qu'on voit sur le bord, et on va avoir l'occasion d'y travailler. Mais là, on en était à modifier la couleur de fond. Donc votre bloc est sélectionné, c'est super important, comme dans Illustrator. C'est un logiciel vectoriel, InDesign, comme Illustrator. Illustrator est spécialisé graphisme, il a plein d'outils pour faire du graphisme. InDesign, il est spécialisé texte, il a plein d'outils pour manipuler le texte. Donc c'est vraiment le logiciel le plus connu pour faire la mise en page actuellement. Si vous entrez dans une librairie et que vous voyez les magazines, les livres, la plupart, vraiment la grande majorité est fait avec InDesign. Voilà. Donc c'est quand même important de le connaître pour le marché de l'emploi et bien le connaître. Alors, votre bloc est sélectionné. Vous allez double-cliquer, vous connaissez comme dans Photoshop, double-cliquer sur la case de premier plan, là, qui concerne le fond, la case qui concerne le fond. Le mieux, c'est de mettre le sélecteur de couleur avec le bouton T enclenché. Et là, vous sélectionnez la teinte, c'est-à-dire la couleur, sans indiquer quelle est la saturation et la luminosité. Est-ce qu'elle est vive ou lumineuse? Ce n'est pas là qu'on l'indique, ça c'est juste la teinte. Et puis, une fois que vous avez choisi la teinte, vous choisissez la luminosité et la saturation par le grand carré ici. Donc, vous voyez qu'en vertical, c'est la luminosité et en horizontal, c'est la saturation. Le moins saturé, c'est du gris à gauche. Le moins lumineux, c'est du noir en bas. Voilà, ça vous connaissiez, c'est comme dans Photoshop. Voilà, je vous laisse choisir. Ne choisissez pas quelque chose peut-être de trop foncé pour commencer. OK, voilà. Alors vous aviez peut-être choisi une couleur vive et elle n'est pas apparue pareil. Elle est terne. On va en parler. Alors, l'idéal, quand on fait une couleur dans InDesign, c'est pas de faire comme ça. C'est d'aller par le nuancier. Donc là, on vient de le faire pour que vous voyez que ça fonctionne techniquement. Mais le mieux, c'est de le faire par le nuancier. Donc on va aller chercher le nuancier. Menu fenêtre, couleur, nuancier, ou alors vous enfoncez la touche F5 sur le clavier. Ça peut fonctionner aussi. La touche F5 sur le haut du clavier. Et donc le nuancier du document arrive. Donc si vous connaissez Illustrator, vous utilisez sans doute déjà le nuancier de Illustrator. Dans Illustrator, c'est la même chose. On peut choisir une couleur en double-cliquant, comme on le fait dans Photoshop, sur l'échantillon, ou par le nuancier, on peut choisir une couleur. Et dans Illustrator, c'est la même chose que dans InDesign, c'est mieux de le faire par le nuancier quand on fait des couleurs. Donc, vous allez ici demander dans le nuancier de faire une nouvelle couleur. Donc, le menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Voilà. Est-ce que vous avez le mode TSL qui est enclenché ou autre chose? C'est TSL? Ok, continuons en TSL alors. Vous allez cliquer sur OK.
Alors pourquoi c'est mieux de faire les couleurs dans le nuancier? C'est parce qu'il y a un lien entre la couleur et les objets. Si vous utilisez une couleur du nuancier sur plusieurs objets dans la mise en page, vous allez pouvoir modifier la couleur de tous ces objets d'un coup par le nuancier. Tandis que si on choisit la couleur à la manière Photoshop, comme on a fait juste avant, en double-cliquant là, il n'y a pas le lien. Donc, c'est beaucoup plus pratique de travailler avec des couleurs qui viennent du nuancier à cause de ça. C'est ce qu'on appelle les couleurs globales. Il y a un lien entre la couleur et les objets qui utilisent cette couleur. On fera un test, vous allez voir. Et ça veut dire que vous pouvez commencer une mise en page avec des couleurs qui ne sont pas nécessairement les bonnes couleurs, les utiliser un peu partout dans la mise en page, et puis à un certain moment, vous pouvez par le nuancier faire des tests de changement de couleur sur les objets. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir les bonnes couleurs dès le départ si vous utilisez le nuancier, parce que vous pourrez les changer par la suite. Sur plusieurs objets, et même sur plusieurs pages, des centaines de pages d'un document, la couleur va changer en même temps. Pour prouver qu'il y a vraiment un lien entre la couleur du nuancier et l'objet, on peut faire ceci, on peut cliquer à côté de l'objet pour ne pas le sélectionner, pour le désactiver. Et normalement, si on va modifier la couleur, en double-cliquant sur elle dans le nuancier, ça devrait se répercuter sur l'objet déjà. Donc vous double-cliquez, vous avez une case aperçu que vous pouvez cocher. Comme ça, vous voyez, quand vous modifiez, vous voyez que l'objet se modifie au niveau de sa couleur, malgré que l'objet n'est pas sélectionné. Donc c'est vraiment ce lien entre les couleurs du nuancier et le ou les objets, si on en a plusieurs. Mais alors, il vaut mieux travailler soit en RVB, soit en CMJN. Alors passez au mode couleur RVB. Voilà, mode RVB. Et vous déterminez la couleur. Ok, donc chez toi, la couleur ne se change pas. Bon, ben tant pis, il faut réappliquer, il faut sélectionner l'objet, réappliquer la couleur dans ce cas-là. Voilà, donc on a fait une couleur RVB. Plus tard, on fera une couleur CMJN. Et vous allez voir qu'en fait, on peut faire les deux parce que c'est au moment où on exporte le document pour l'imprimeur qu'on va faire une opération pour que ce soit imprimable. Donc vous allez parfois rencontrer des gens qui vont vous dire si c'est pour l'impression, ne faites pas du RVB, faites du CMJN. Mais en fait, il y a une opération à faire au moment où on exporte le document pour l'imprimeur pour que les couleurs soient imprimables, même si vous avez utilisé du RVB. Voilà, une couleur RVB, rouge, vert, bleu. Vous verrez, on va aussi utiliser des images RVB. Et parfois, certaines personnes vous diront, mais c'est un document pour l'impression, les images doivent être en cyan, magenta, jaune, noir, CMJN. Mais en fait, vous verrez que pas nécessairement. Et vous verrez quel est l'intérêt de pouvoir utiliser des images RVB plutôt que des images CMJN. Alors ici, on va déterminer la dimension du bloc parce qu'en hauteur, vous avez chacune quelque chose de différent. Donc démarrons sur la même hauteur de bloc. Comme ça, c'est l'occasion de voir comment on peut faire. Vous avez le bloc qui est sélectionné, absolument, parce qu'on va le modifier. Avec la flèche noire, vous l'avez sélectionné. Tout le monde voit la barre contrôle. Non, vous ne voyez pas la barre contrôle. On va la faire apparaître, elle est super importante. Vous allez dans le menu fenêtre et vous demandez contrôle. Voilà, la barre contrôle au-dessus. Qu'est-ce qu'elle fait? En fonction de l'objet qui est sélectionné, en fonction de l'outil qui est activé, elle va montrer des choses qui viennent en fait des palettes. Dans le menu fenêtre, il y a plein de palettes. Eh bien, la barre contrôle, c'est une espèce de raccourci. Elle vous évite de devoir ouvrir la palette, et donc c'est super pratique. Alors ici, vous avez quelque chose qui est intéressant, c'est l'ancrage de l'objet. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va remonter le bas de l'objet. C'est le bas de l'objet qui va remonter, et le haut va rester en place calé sur la marge. Donc, il faut absolument indiquer que c'est le haut qui ne bouge pas. Donc, il faut, dans ce cas-ci, cliquer là au-dessus.
Alors, vu qu'on va modifier que la hauteur et pas la largeur, ça n'a pas d'importance si vous choisissez un des trois du dessus. Logique, hein. En tout cas, c'est un de ceux du dessus qui doit être sélectionné. Et alors, on va aller indiquer ici, au hasard, je vais mettre ceci. Voilà. Et alors, touche tabulation sur le clavier pour valider ce qu'il y a dans le cartouche. C'est la touche tabulation, la touche tab, vous l'avez vu, hein. Je vous la remonte si vous avez un petit trou de mémoire. C'est cette touche-là, en fait, hein. Donc, vous pouvez réessayer. Si maintenant je mets, par exemple, 50 touche tabulation, on voit que ça modifie la hauteur du bloc et que le haut du bloc, c'est la partie qui ne bouge pas. Parce qu'on l'a ancré, hein, avec le point de référence. Ok, je vais remettre un 7 à la place du 5, touche tabulation, et voilà, on a tous un bloc d'une hauteur de 7 cm. Alors moi, je vais enregistrer le document, ce serait peut-être bien d'enregistrer régulièrement. Donc je vais mettre un 2 à la fin, voilà. Donc c'est toujours le même nom, mais j'ai modifié ce qu'on appelle l'incrément. Donc en situation de travail professionnel, on enregistre régulièrement sous un nom différent. Donc en situation professionnelle de production, j'enregistre régulièrement sous un autre nom, mais peut-être toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, je change de nom, peut-être toutes les heures. Pourquoi ? Ici, je vais le faire plus souvent parce que je vais à peine faire quelque chose dans le document que je vais enregistrer sous un nom différent parce que je veux garder les différentes étapes pour qu'on ait la progression, pour qu'on garde la progression de ce qu'on a fait. Mais en milieu professionnel, toutes les 30 minutes, j'enregistre, toutes les heures, j'enregistre le document sous un nouveau nom. Premièrement, si je fais une erreur créative à un certain moment dans le document, je modifie quelque chose et finalement, c'est pas bon, j'aurais pas dû, et c'est difficile de rattraper, ben, je peux réouvrir la version d'avant, premièrement. Deuxièmement, si vous travaillez trop longtemps sur le même document, pendant plusieurs jours même, il y a des gens qui travaillent plusieurs jours sur le même document et ne changent pas le nom, eh bien, à un certain moment, il peut devenir corrompu. Parce que c'est un document InDesign, c'est une structure XML très complexe, c'est ce qu'on appelle du XML. C'est très complexe et ça peut devenir corrompu et à ce moment-là, il ne veut plus s'ouvrir. Bon, vous avez travaillé plusieurs jours sur un document et puis il ne veut plus s'ouvrir. Et par hasard, vous n'avez pas non plus fait de backup. Donc, il faut tout recommencer. Ou il faut envoyer ça en Hollande chez une entreprise qui s'appelle Marksware et qui, pour 500 € ou 1000 €, va vous rendre le document accessible. Vous voyez à peu près combien ça coûte de ne pas être prudent. Donc voilà l'intérêt d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Même chose pour Illustrator, c'est le même principe. Structure XML complexe, vous avez intérêt à régulièrement régénérer la structure XML en enregistrant sous un nouveau nom. Ok. Donc ça c'est bien, on a vu, on a modifié, touche tabulation. Et ça fonctionne. Alors, ce qui t'est arrivé à toi, c'est que tu avais le bloc qui n'était pas sélectionné, ou tu n'étais plus dans la boîte de modification de la hauteur, et quand tu as appuyé sur tabulation, ça a fait tout disparaître. Voilà, c'était toi. Voilà, parce que tabulation, ça fait tout disparaître. On a vu Shift tabulation, majuscule tabulation, c'est pratique, mais tabulation simple, ça fait tout disparaître. Alors, vous prenez l'outil texte et vous allez cliquer dans le bloc avec l'outil texte. Et vous devriez voir les poignées qui disparaissent et on est à l'intérieur du bloc en quelque sorte et on a le curseur qui clignote. Voilà. Et vous allez taper un nom, un mot. Allez-y, tapez ce que vous voulez. Ça peut être votre prénom. Ça peut être ce que vous voulez. Mais ne tapez pas une longue phrase. Il
faut que ce soit un titre court. Pour ce qui va être démontré ici, c'est mieux. Donc, on va modifier la taille des caractères. Vous allez pouvoir sélectionner en appuyant et en bougeant, comme dans tout traitement de texte. Ne cliquez pas sur le petit O qui est là, parce que là, c'est des fonctionnalités OpenType, ça ne nous intéresse pas maintenant, si vous les voyez apparaître, mais peut-être que vous ne les voyez pas apparaître dans votre version 2020. Si, ok, vous la voyez. Bien, est-ce que dans la barre contrôle ici, vous voyez la taille du texte? Voilà, vous pouvez modifier, et pour que ça aille plus vite, on peut enfoncer la touche Shift, la touche majuscule, et cliquer, et ça va de 10 en 10 à ce moment-là. Juste en dessous, c'est l'interlignage qui est toujours à 120%, parce que c'est pré-réglé comme ça, mais évidemment on peut changer, 120% de la taille du caractère. Donc 60, c'est 120% de 50, par exemple. Mais ça, l'interlignage, vous vous en occupez pas pour l'instant, parce qu'on n'a qu'une seule ligne. Et voilà. Donc n'hésitez pas à agrandir le texte. Il ne faut pas qu'il colle, qu'il soit trop grand, il ne faut pas qu'il aille trop près de chacun des bords, en fait. Je ne vous impose pas une taille, vous choisissez, il faut que ce soit grand. Que dire? Alors la police de caractère, c'est celle qui est par défaut, là c'est du Minion Pro, ça doit être du Minion Pro aussi chez vous? Ok, donc évidemment ça peut changer par la suite, mais on ne va pas changer maintenant. Alors on va quand même, c'est bien la barre contrôle, mais on va aller voir dans les palettes, dans les vraies palettes, d'où est-ce que ça vient. Donc vous allez dans le menu texte, caractère, menu texte en haut de l'écran, caractère, voilà. Ce qu'on vient de faire, ça vient de là en fait. Alors il est possible de sélectionner le bloc avec la flèche noire et quand vous allez modifier dans la palette caractère ou dans la barre contrôle, peu importe, ben non, la barre contrôle c'est plus possible parce que ça n'apparaît plus, mais en ayant le bloc sélectionné avec la flèche noire, vous pouvez par la palette caractère aller modifier la taille, ça fonctionne. Vous allez voir qu'il y a une limitation à ce genre de procédure, c'est que si vous avez du texte avec différentes tailles dans le bloc, vous ne pourrez plus procéder comme ça. Il faudra procéder par la manière qu'on a utilisée précédemment avec l'outil texte, sélectionner les choses. Ceci ne fonctionnera que si vous avez la même taille de caractère dans tout le bloc, pas différentes tailles. Bon, vous avez pu voir que ça fonctionne. Alors, on va centrer le texte dans les deux sens, en horizontal et en vertical. Donc, vous allez chercher dans le menu texte la palette paragraphe. Et là, vous allez choisir l'alignement centré. Ça, c'est le centrage en horizontal. Alors, pour centrer en vertical, il va falloir travailler pas sur le texte, mais sur le bloc. Par les options de bloc de texte. Menu Objet, option de bloc de texte, le raccourci, c'est commande B. Et là, vous avez ce qu'on appelle la justification verticale, donc l'alignement vertical, et vous pouvez choisir centrer à la place de haut. Il va falloir cocher la case aperçue pour voir ce que ça donne avant de cliquer sur OK. Voilà. Vous pouvez cliquer sur OK. Donc, le bloc est sélectionné avec la flèche noire, c'est commande B ou menu Objet, option de bloc de texte. Et là, vous avez justification verticale centrée.
Et avec la case aperçu, vous voyez ce que ça donne avant de cliquer sur OK. Bon. Est-ce que vous avez l'impression que ce n'est pas tout à fait centré? Vous auriez envie que le texte soit plus haut ou plus bas? Mais voilà comment vous allez pouvoir procéder. Il y a plusieurs solutions. Je vous donne la plus simple. Quand vous êtes dans les options de bloc de texte, vous avez ici les marges. Avec la chaîne qui est comme ça veut dire que si vous modifiez une marge, elles vont toutes se modifier. Donc on va casser la chaîne comme ça, absolument, dans les options de bloc de texte. Et alors, vous allez augmenter la marge du haut ou du bas, suivant que le texte est trop haut ou trop bas, à votre goût. Et là, c'est vraiment à l'œil, c'est vous qui choisissez. Toujours avec la case aperçu cochée. Voilà. Et alors, si vous regardez, vous avez une ligne qui est apparue, c'est la marge. Donc, dans ce bloc, il y a une marge en bas, ce qu'ils appellent la marge de pied. Vous ne la voyez pas? OK. Alors, on va voir ici, dans le bas de la palette des outils, est-ce que vous avez l'icône de gauche qui est enclenchée? Oui. OK. Parce que si c'est l'icône de droite, c'est l'aperçu, et c'est peut-être normal qu'on ne voit pas la marge alors. Voilà. Donc, ce qui s'est passé chez toi, c'est intéressant, c'est que le centrage horizontal ne marchait pas. Parce que et j'arrive pas à le refaire ici, parce que tu avais des espaces après, en fait. Mais ici, il ne tient pas compte des espaces. Donc, mais chez toi, c'était ça. Il y avait des espaces après le mot et le centrage horizontal dans la palette de paragraphes ne marchait pas. Oui, il y a des différences entre la version que vous avez, la 2020 et la mienne. Il y a parfois des petites choses qui changent. Voilà. Donc, ça explique parfois pourquoi, quand j'essaye de reproduire quelque chose que j'ai vu chez vous, le reproduire ici, ça ne marche pas. OK. Alors, est-ce que tout le monde voit la marge ou pas? Vous ne la voyez pas? OK. Quand le bloc est sélectionné, vous ne la voyez pas? Bon, si vous ne voyez pas la marge, c'est peut-être à peu près le même problème que moi, c'est que les vecteurs du calque ont une couleur qui ressemble trop à la couleur que j'ai mise dans le fond du bloc. Bon, ben on va aller modifier la couleur des vecteurs du calque, parce que ça peut être pratique. Vous allez chercher la palette des calques, menu fenêtre calque. Voilà. Donc vous connaissez le principe des calques si vous connaissez Photoshop. OK, la palette des calques, elle est venue avec habillage de texte ici. Vous la voyez? Habillage de texte? Non? Parfait, parce que ça n'a rien à voir. C'est juste pour gagner de la place, ils les ont mises ensemble. Mais donc vous occupez pas, s'il y a une palette à côté de la palette des calques, elle ne nous intéresse pas. C'est la palette des calques qui nous intéresse. Les calques, donc vous connaissez dans Photoshop, les niveaux de construction. Bon, c'est le même principe dans Illustrator et dans InDesign. Les vecteurs sont bleus ici. Je peux aller changer ça. Si on double-clique à droite du nom du calque, on a la possibilité ici d'aller choisir la couleur des vecteurs. Voyons un peu, je vais me mettre avec quelque chose comme du vert foncé, essayons bleu-vert. Eh bien, au niveau de l'affichage, c'est pas génial. Voilà. Bon, j'ai mis du bleu foncé. Et là, ça va peut-être faire apparaître votre marge inférieure. Avez-vous modifié la marge inférieure dans commande B, ici, de pied? C'est peut-être ça aussi, vous ne l'avez peut-être pas modifié, il fallait casser la chaîne et remonter. Ou alors c'était dans deux têtes, si vous voulez le baisser. Baisser le bloc. Voilà, c'était ça en fait. Hein. Vous aviez loupé cette étape. Donc dans commande B, menu objet, option de bloc de texte. Donc casser la chaîne et modifier soit de tête ou de pied, suivant que vous voulez monter ou descendre le texte à l'intérieur.
Allez, on va enregistrer le document sous un autre nom. Alors, si vous regardez le texte ici chez moi, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'améliorer les caractères? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait améliorer les choses? Quand vous regardez chacun des caractères et puis regardez chaque caractère avec celui qui est à côté, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être amélioré? Exactement, l'espace entre les caractères. Est-ce que vous voyez chez moi quel est le problème éventuellement? Entre le O et le N, c'est trop quoi ou c'est pas assez quoi? C'est trop espacé par rapport au reste, par rapport à ce qu'on voit évidemment dans le reste. En effet. Donc, entre le O et le N, ça devrait être modifié. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'approche. Normalement, quand on est graphiste et qu'on fait du texte bien grand comme ça, des titres, il faut manuellement positionner les caractères les uns par rapport aux autres pour qu'il n'y ait pas de trou dans le mot. Ici, vous avez dans les logiciels Adobe une solution automatique qui peut déjà dégrossir le travail. Ça ne va peut-être pas faire les espacements idéaux entre les caractères, mais ça va déjà dégrossir. Et je vous conseille vraiment ce qu'on va voir ici, c'est une des choses les plus importantes à connaître quand on travaille dans les logiciels Adobe avec du texte. Qu'on soit dans Photoshop, Illustrator ou InDesign, ce qu'on va voir, c'est super important. Dans Photoshop et Illustrator, le texte est aussi bon que dans InDesign. Contrairement à ce qui se passait il y a 10-15 ans, maintenant c'est aussi bon parce que c'est le moteur typographique de InDesign qui a été intégré à Photoshop et Illustrator. Donc, ce qu'on va voir ici fonctionnera aussi dans Photoshop et Illustrator et je vous conseille vraiment d'y penser. Alors, vous avez votre bloc texte sélectionné, vous allez dans la palette caractères et ici, à la place de métrique ou à la place de automatique, et cinquième, s'il vous plaît. Vous allez choisir optique et regardez ce qui va se passer sur votre texte. Vous avez vu que les caractères ont bougé? Voilà. Donc là, c'est InDesign qui a tenté de résoudre les problèmes de trous dans les mots. Donc, si on repasse en métrique, ça donne ça. Alors, voilà. C'est pas encore l'idéal, mais plus tard, on verra qu'on peut améliorer éventuellement. C'est déjà bien. Donc, c'est le boulot du graphiste. Je vous montre juste, c'est le boulot du graphiste de gérer les espacements correctement entre les caractères. Et bien avant l'infographie, déjà au XIXe siècle, les enseignes de magasins peintes au pinceau, il fallait faire attention à ça, les approches. Et donc là, le logiciel vous fait ça. Déjà, il vous dégrossit le travail. Alors ici, je suis allé chercher sur le web des images de magasins, des magasins de mode. Donc, qu'est-ce que je vais remarquer? Eh bien, souvent, pour donner un effet haut de gamme, on va espacer exagérément les caractères. Vous aurez la même chose dans d'autres, sur des voitures, sur des appareils ménagers, vous pouvez avoir la même chose. C'est connu que d'augmenter l'approche de groupe, ça peut aider. Donc, ce qu'on a fait avant, en passant optique, c'est ce qu'on appelle l'approche de paires, P-A-I-R-E. C'est les paires de caractères, les unes, chacune prise séparément, donc l'approche de paires. Mais là, il y a une approche de groupe. Sur tout le mot, on peut gérer les espacements. Et vous connaissez, vous voyez que ça peut vraiment aider. Il y a plein de marques qui sont comme ça. Ben, on va tester ça sur nos caractères. Donc, vous allez, par la palette caractères, en ayant le bloc sélectionné, augmenter ici l'approche de groupe. Même chose que pour le reste, avec la touche Shift, la touche majuscule, ça pourrait aller plus vite quand on appuie. Voilà.
Il va peut-être falloir à un certain moment diminuer la taille des caractères, parce que vous les aurez tellement espacés qu'il n'y aura plus la place pour que ça apparaisse. Je vais continuer. Voilà. Voilà, à un certain moment, ça coupe. C'est ce qu'on appelle la césure, qui est actuellement enclenchée dans la palette paragraphe pour ce bloc, la coupure des mots. Logique, hein? Alors on va continuer un peu là-dedans, on va éventuellement mettre des arrondis sur les coins du bloc. Votre bloc est sélectionné, vous allez dans le menu Objet, Options d'arrondi. Et on pourrait aussi, mais on ne va pas le faire ici, on l'avait vu, gérer ça par le petit carré qui est sur le bord du bloc. Mais j'y vais par Objet, Options d'arrondi. Voilà. Et donc, vous avez la case aperçue et vous décidez de mettre un arrondi. Quel genre d'arrondi? Je vais prendre le dernier, c'est le vrai arrondi. Et étant donné que la chaîne est enclenchée, ça s'est mis sur chaque coin. Vous modifiez la valeur. Étant donné que la chaîne est enclenchée, ça modifie la valeur sur chacun des coins de manière identique. OK. Voilà, ça c'est les options d'arrondi. Si on retourne dans les options d'arrondi et qu'on casse la chaîne, on a la possibilité de faire des choses comme ceci, par exemple, sur deux angles opposés, en bas à gauche et en haut à droite, je peux mettre des angles, et sur les deux angles opposés en haut à gauche et en bas à droite, là, voilà, je peux garder des arrondis, et on a quelque chose comme ça. Pourquoi pas?